Nicolas Daude-Pouillard, merci beaucoup de nous accueillir, de confiner à confiner, ça devrait être le titre de cette série. Vous êtes à Beyrouth depuis longtemps, les amis de l'IREMO vous connaissent bien, vous avez fait beaucoup de midi, d'articles, des livres, tout ça c'est dans votre présentation que les gens peuvent voir sur le site. Je commencerai par une question toute simple. Où on en est avec le Codiv 19 au Liban? J'ai été très surpris il y a quelques jours, je ne dirais pas qui, mais par un confrère que j'aime beaucoup, et qui s'apprêtait à aller à la plage avec sa petite famille. Donc on a l'impression qu'au fond, le Liban, pour l'instant, est plutôt préservé. D'abord, merci pour cette invitation et pour un peu ce petit moment avec le public de l'IRMO que j'ai pas vu depuis quelque temps. Alors concernant la crise ici, le Liban en termes de nombre de personnes touchées, ça avoisine à peu près les 550 personnes officiellement. Mais on sait qu'en même temps, il y a un manque ici de tests. Donc, beaucoup pensent, beaucoup d'analystes, de chercheurs, de journalistes, beaucoup pensent qu'il y a forcément plus de cas, ce qui est logique. Ceci dit, on en est à 19 morts. Est-ce qu'on voit que ces chiffres soient exacts ou qu'ils soient un peu plus hauts? En tout cas, ce qui se voit depuis début mars, exactement depuis le 21 février, c'est-à-dire avec le premier cas qui est apparu, ce qui se voit, c'est que c'est des courbes relativement linéaires en termes d'augmentation. Ce n'est pas des courbes exponentielles, c'est-à-dire chaque jour, il y a, on va dire, 17 cas, 18 cas, 20 cas qui sont déclarés. Mais ce n'est pas un jour 20 cas, le lendemain 40, le lendemain 80, etc. Donc on est face à des courbes, voilà, des courbes, on va dire, qui sont plutôt linéaire et non pas exponentielle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si le Liban est peut-être moins touché que d'autres pays, notamment que l'Iran, mais c'est aussi le cas de la Jordanie. La Jordanie, il n'y a pas énormément de cas, par exemple. C'est que je dirais il y a eu des mesures qui ont été prises très tôt par le gouvernement. Alors, j'expliquerai la logique de ces mesures. Pourquoi est-ce qu'il a pris ces mesures très tôt? Mais effectivement, dès le 2 mars, on a les universités, les crèches, les écoles qui ferment. Donc, c'est-à-dire à peu près 10-12 jours après le premier cas de coronavirus qui est apparu donc le 21 février. Le 13 mars, on a tous les vols d'Iran, de Chine, de Corée du Sud qui sont arrêtés, d'Italie exactement, d'Italie également. Et on a surtout un isolement total du pays qui, par ailleurs, ça c'est important, est tout à fait inédit dans l'histoire du Liban. C'est-à-dire, aujourd'hui, toutes les frontières sont fermées, les frontières maritimes, les frontières aériennes avec l'aéroport de Beyrouth, et enfin les frontières terrestres avec la Syrie. Quand je dis que c'est complètement inédit dans l'histoire du Liban, c'est que lorsqu'il y a eu la guerre de 2006, par exemple, entre le Hezbollah et Israël, les frontières avec la Syrie étaient ouvertes. Ce qui a permis d'ailleurs à l'époque à des réfugiés libanais de partir en Syrie. Lorsqu'il y a eu l'invasion israélienne de l'été 82, avec à l'époque un déluge de feu absolu sur Beyrouth. Beyrouth était sous un siège extrêmement dur, extrêmement violent de la part des troupes israéliennes. Certes, l'aéroport était fermé, mais là encore, les frontières terrestres avec la Syrie étaient ouvertes. Pendant la guerre civile, il n'y a jamais eu une période où tout le pays a été fermé. Il y a eu des périodes, bien sûr, où l'aéroport a été fermé, mais c'était quelques jours. Après, ça rouvrait. Mais il n'y a jamais eu un isolement total du pays, en tout cas un isolement, je dirais, officiel. Et donc ça, dans l'histoire du Liban, depuis son indépendance, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau et c'est ce qui fait un peu que la population est aussi un peu déstabilisée, je dirais, par ça, quoi. Est-ce qu'on a déjà une possibilité d'analyse de classe un peu de ce qui se passe autour de l'épidémie? Par exemple, en France, bon, je mets de côté ceux qui évidemment pensent que si les gens sont touchés et se retrouvent en réanimation, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté le confinement. On a un préfet de police qui est digne de Papon, hein, qui s'appelle Didier Lallemand, et qui a dit ça. Ça fait un scandale, mais il est toujours en place. Mais la réalité, c'est que plus les familles sont pauvres, plus les familles sont nombreuses, plus le confinement se fait dans des petits lieux, et plus la maladie se développe, d'autant que, en l'occurrence, c'est dans les mêmes régions ou les mêmes départements que le nombre de lits d'hôpital pour 100 000 habitants est le plus faible. Je pense à la Seine-Saint-Denis, je pense au Val-de-Marne, etc. Est-ce qu'on a aussi ça au Liban avec la dimension évidemment confessionnelle qui va de pair, puisqu'il y a quand même beaucoup de points communs entre analyse de classe et analyse confessionnelle en fait.
Alors, je dirais qu'ici, c'est comme dans les autres pays, et puis de manière peut-être plus, je peux pas dire si c'est plus accentué ou pas qu'en Europe, mais effectivement, il y a toujours ceux qui sont confinés et ceux qui ne le sont pas, ceux qui peuvent se confiner et ceux qui ne le peuvent pas. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, les populations plus exposées potentiellement à la maladie, sont forcément les populations les plus pauvres. Je pense que là, à mon avis, c'est vraiment le trait principal du Liban à l'heure actuelle. C'est pas tant la crise sanitaire, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, elle est relativement limitée jusqu'à l'heure actuelle, tant mieux, mais après, peut-être que ça changera, peut-être qu'on passera, hélas, à des courbes exponentielles. Mais le plus grave pour moi n'est pas tant la crise sanitaire que la crise économique, c'est-à-dire le confinement d'une partie de la population, l'arrêt de toutes les activités économiques, le fait que les chauffeurs de taxis privés, de taxis collectifs, les chauffeurs de bus ne puissent plus du tout travailler, parce qu'actuellement, toute forme de transport est quasiment à l'arrêt. Le fait que tous les magasins en dehors des principaux magasins d'alimentation soient fermés, que toutes les entreprises soient fermées, fait que toute une partie de la population aujourd'hui n'a plus de travail et pour certains, et ça c'est le trait principal de la période, ne peuvent plus se nourrir. C'est-à-dire on est face à une crise alimentaire, non pas dans le sens où il y aurait déjà des pénuries, même s'il y a des pénuries qui s'annoncent, mais dans le sens où une partie de la population aujourd'hui se demande comment est-ce qu'elle va manger, comment est-ce qu'on va donner à manger à ses enfants, comment est-ce qu'on va nourrir sa famille. Ces derniers jours, il y a eu des conducteurs de taxi qui ont brûlé leur taxi par exemple, pour protester. Des gens qui ont fait des tentatives de suicide pour protester contre le fait qu'ils ne pouvaient pas tirer d'argent dans les banques, etc. Donc, on a une crise sociale qui peut être aussi une crise, je dirais, qui pourrait engranger même des émeutes de la faim. Ce qu'on a vu il y a quelques jours à Tripoli, au nord Liban, qui est une ville majorité sunnite, et dans la banlieue sud, qui est plutôt à majorité chiite cette fois, donc deux villes qui sont séparées géographiquement, etc., qui n'ont pas les mêmes caractéristiques professionnelles. Ce qu'on a vu, c'est des débuts d'émeutes de la faim au sens propre, avec des jeunes qui sont sortis massivement, enfin relativement massivement dans les rues, certains sur les motos, etc., ont paradé. Mais le thème de ces manifestations spontanées, parce qu'elles étaient spontanées, c'était mieux vaut attraper un virus et avoir entre guillemets entre 3 et 6 de chances de mourir que de ne pas manger et de mourir de faim. Je veux dire, il y a toute une partie de la population libanaise aujourd'hui qui se demande comment est-ce qu'effectivement elle va vivre ou survivre dans la situation actuelle. Ce n'est pas le cas qu'au Liban, c'est le cas dans d'autres pays, comme on dit, du sud global aujourd'hui. Mais ça, c'est le trait le plus inquiétant, je dirais, de la situation. C'est vrai aussi pour les réfugiés palestiniens et syriens, mais je pense qu'on aura un point un peu spécifique sur ça après. Donc, il faut avoir dans cette idée que la caractéristique du Liban, ce n'est pas tant la crise sanitaire que la crise économique et sociale, avec effectivement ces risques de pénurie, ces risques pour des populations extrêmement précarisées de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir vivre, de ne pas pouvoir acheter. Ça, je dirais, c'est le principal problème. Et c'est d'autant plus un problème qu'on ne peut pas comprendre au Liban la crise du corona sans comprendre la crise économique que traverse le pays depuis, grosso modo, le mois de septembre. Il faut comprendre que tout le modèle économique libanais mis en place à la sortie de la guerre civile, c'est-à-dire début des années 1990, s'est écroulé. On est dans une crise structurelle, épistémique du modèle économique libanais, qui est un modèle fondé sur la dette et qui est un modèle fondé non pas sur une dette externe, mais sur une dette interne. Et aujourd'hui, on a un écroulement de la livre libanaise par rapport au dollar. La livre est toujours indexée, un dollar est égal à 1500 livres. Aujourd'hui, au marché noir, en réalité, le dollar est à 3000 livres, ça a doublé. L'inflation, c'est pire qu'une inflation galopante, c'est-à-dire les gens ne peuvent plus acheter certains produits. Lorsque certains produits, il y a 40% ou 50% d'augmentation sur des produits de base, c'est une situation qui est extrêmement inquiétante. Certaines personnes ne peuvent plus payer leur loyer et les banques, depuis plusieurs mois, ne délivrent plus. Alors, il faut savoir qu'au Liban, on peut payer en dollars et en livres libanaises. Les banques aujourd'hui ne délivrent plus ou pratiquement plus de dollars. Elles rationnent les dollars, c'est-à-dire on peut avoir 400 dollars par mois maximum au guichet dans une banque. Elle rationne aussi par ailleurs les livres libanais, c'est-à-dire que même les épargnants, et notamment les petits épargnants, n'ont plus accès depuis plusieurs mois à leur liquidité. Les comptes des gens sont bloqués. Moi, j'ai un compte au Liban, par exemple, je peux témoigner que mon argent est bloqué. Je ne peux pas avoir accès moi-même à 90% de ce qui est sur mon compte.
c'est une impossibilité matérielle totale. Tous les transferts à l'étranger sont interdits désormais par le gouvernement libanais. Il n'est plus possible de faire des transferts à l'étranger depuis 6 mois. Ça a des conséquences, par exemple, dans le cadre de la crise de Corona, même pour les Libanais de l'étranger, parce que les étudiants libanais aujourd'hui, qui se retrouvent aujourd'hui, par exemple, confinés en France ou en Italie, ne peuvent plus recevoir d'argent de leur famille. Leurs familles ne peuvent plus faire de transferts bancaires. Comment ces gens aujourd'hui, qui par exemple, ces jeunes Libanais, parce qu'il y a tout un débat aujourd'hui sur la diaspora libanaise, notamment sur les jeunes de la diaspora libanaise, ces jeunes de la diaspora qui ne peuvent plus recevoir d'argent par transfert bancaire international, qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils sont confinés, comment est-ce qu'ils font? Je veux dire, la situation est très grave et on sait que la diaspora libanaise, ce n'est pas une petite diaspora, c'est une grande diaspora. Donc là, je donne des exemples, mais on pourrait les multiplier, de ce qui caractérise une crise économique structurelle qui affecte la population depuis 6 mois. Et donc, effectivement, le confinement vient enfin, la crise du corona est venue dans ce contexte. Elle est venue dans un contexte de crise économique, politique, sociale, avec un pays qui est complètement détruit, avec un pays qui n'a pas connu cette crise économique de toute son histoire, puisque même lors de la guerre civile, il n'y avait pas de crise du dollar. Lors de la guerre civile, il y avait du cash qui entrait au Liban, du cash qui entrait au Liban légalement ou illégalement, ça c'est pas le problème, mais il n'y a jamais eu une crise des liquidités au Liban. C'est la première fois, juste avant, par exemple, lorsque la crise du corona a commencé, il faut se rappeler aussi que le Liban a fait défaut de paiement officiel, première fois de son histoire depuis son indépendance en 1943. Donc on ne peut pas penser toute la crise du corona sans penser tout ce contexte qu'on a depuis, on va dire, septembre, octobre, avec naturellement la grande date d'octobre qui est le 17 octobre, avec ce soulèvement populaire qui avait commencé. Maintenant, sur la question des confessions, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a les dimensions de classe, et au niveau des dimensions de confession, c'est que cette crise du corona et que les logiques de confinement, par ailleurs, peuvent renforcer les logiques confessionnelles. Ça peut paraître paradoxal ou ça peut paraître comme un recul après puisqu'on a connu en octobre, novembre, décembre, on va dire une espèce de mouvement social assez On va y intéressant. revenir, on va y revenir. Voilà. Et que ce mouvement social avait effectivement exprimé, tout du moins dans certaines de ses composantes, une volonté de dépasser le système confessionnel, etc. Là, les logiques de confinement renforcent le système confessionnel, d'abord par pure logique, c'est-à-dire qui dit confiné dit que le seul horizon d'attente qu'on a et le seul horizon au sens propre, c'est son appartement, sa famille, sa maison, son immeuble et par extension son quartier, qui est souvent un quartier confessionnel, et donc par extension le parti ou les partis qui sont associés. Je veux dire, la logique confessionnelle est complètement servie par la logique du confinement, par la logique du renfermement des régions et des quartiers sur eux-mêmes. Et ensuite, je dirais que cette crise profite aussi au confessionnalisme dans le sens où les partis confessionnels au Liban montrent qu'ils peuvent être réactifs. Hein, ils se mobilisent beaucoup dans le cadre de la crise du corona, c'est-à-dire ils désinfectent les rues, ils apportent des paniers repas. L'exemple maximal, on peut donner les deux exemples maximaux, je pense qu'on peut citer les forces libanaises du côté chrétien et le Hezbollah du côté chiite, qui mobilisent vraiment leurs activistes, leurs militants. Le Hezbollah a annoncé officiellement avoir mobilisé 25 000 militants, dont des personnels hospitaliers, des médecins, des urgentistes, des infirmiers, etc. Donc ces partis confessionnels aussi se mobilisent dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, et ils se mobilisent dans le cadre de la crise économique aussi. Donc l'un des effets de cette crise et de ce confinement, ça peut être aussi, alors il faut mettre du conditionnel dans tout ça, mais ça peut être aussi à terme un renforcement ou un retour, hein, des logiques confessionnelles. Tout à l'heure, on a évoqué les réfugiés palestiniens. Pour rappeler que c'est quand même, selon les sources, entre 300 et 400 000 personnes au Liban, avec une situation très complexe. Et puis, il y a aussi les réfugiés syriens qui sont arrivés en masse. Je crois que le Liban doit avoir pas loin d'1 million de réfugiés syriens, en tout cas avait 1 million de réfugiés syriens. Comment ça se passe dans cette crise-là? Parce que c'est un grand souci, je pense. C'est quand même plus du quart de la population libanaise, quoi. Oui. Alors, concernant d'abord alors, concernant d'abord le nombre des réfugiés, c'est vrai que le nombre des réfugiés syriens on va dire, avoisine on dit en général les 1,2 million, ce qui est énorme. Contrairement à ce qu'on croit, les réfugiés palestiniens sont beaucoup moins nombreux et ne sont plus 300 ou 400 000.
d'abord le recensement officiel, le premier recensement officiel des Palestiniens réfugiés présents physiquement au Liban, j'expliquerai pourquoi je dis ça, est de 173 000 à peu près. Et les estimations maximales qu'il y avait eu de l'UNRWA avant l'Office des Nations Unies pour les réfugiés estiment à 260 000 à peu près. Pourquoi est-ce que ce chiffre ne correspond pas au chiffre qu'on voit souvent de 500 000 réfugiés palestiniens, qui n'est pas non plus un chiffre faux, parce que souvent, on ne fait pas la différence entre les réfugiés registrés à l'UNRWA au Liban et les réfugiés physiquement présents. Il y a beaucoup de réfugiés palestiniens qui, depuis les années 1980, sont partis du Liban, mais ont toujours une carte de l'UNRWA du Liban. Mais ils ont pu, il y a eu ceux qui sont retournés au moment de Oslo, il y en a eu beaucoup. Il y a eu ceux qui sont partis en Tunisie lors de la guerre de 82. Il y a eu beaucoup de vagues d'immigration illégale aussi dans les années 2013, 2014, 2015 vers l'Europe. Les camps se sont, je dirais, dans une certaine manière, vidés. Alors, ils ne sont pas vides, mais voilà, c'est vrai qu'il y a 500 000 réfugiés palestiniens enregistrés, mais physiquement présents au Liban, il y en a, on va dire, entre 173 000 et 260 000 selon les chiffres du recensement et des estimations. Voilà, pour être un peu exact. Et effectivement, le plus grand nombre de réfugiés, c'est les réfugiés aujourd'hui syriens, qui aujourd'hui n'ont pas le statut, ne sont pas tout à fait reconnus comme des réfugiés par le gouvernement libanais, mais sont reconnus comme des déplacés. Il y a une différence ils font la différence entre laji'in et nazihin, entre réfugiés et déplacés, parce qu'il y a toujours cette peur au Liban que sur l'exemple palestinien, des populations réfugiées s'installent sur un long terme, etc. Ça, c'est la première chose. Concernant la crise du corona, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas encore de cas ou d'épidémie de masse dans les camps réfugiés, dans les camps de réfugiés syriens et palestiniens. Il n'y a pas. Dans les camps palestiniens, il y a eu quelques rumeurs qu'il y avait eu, mais ça a été les tests finalement se sont révélés négatifs. Il est difficile de comparer le cas palestinien et le cas syrien parce que les Palestiniens disposent de structures ici. Ils ont des partis politiques, ils ont des institutions sociales, ils ont beaucoup de NGO, c'est-à-dire les Palestiniens sont organisés, ont leurs propres organisations à eux au Liban depuis des années, depuis les années Y 1960, compris sur le plan médical. y compris sur le plan médical, ils ont même des hôpitaux. Donc voilà, ça c'est dû en partie à la présence palestinienne ici au Liban quand même depuis 1948, alors que les réfugiés syriens, naturellement, dont la présence est plus récente, non, je dirais pas tout ça. La deuxième différence entre les réfugiés syriens et les réfugiés palestiniens concernant la crise du corona, puis concernant tous les autres dossiers, c'est que ce n'est pas les mêmes organismes qui les gèrent. Hein. Pour les Palestiniens, c'est l'UNRWA, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés, tandis que les réfugiés syriens, c'est le HCR, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés. Alors maintenant, concernant les réfugiés palestiniens, moi, tout ce que je peux dire, c'est que la réaction des factions palestiniennes et de l'ambassade de Palestine, puisqu'ici il y a une ambassade de Palestine, mais elle a un rôle très politique dans la question de la gestion des réfugiés. Les factions palestiniennes, l'ambassade de Palestine, le Croissant Rouge palestinien ont été assez réactifs. Ils ont fermé les camps, ils ont confiné les camps eux-mêmes, ils ont appelé la population à rentrer chez eux. Ils ont fermé les magasins qui ne sont pas les magasins d'alimentation. Ils ont créé une chambre commune, une chambre d'opération commune qui regroupe l'UNRWA, le Croissant Rouge palestinien, le Fatah et le Hamas, c'est-à-dire ils ont aussi montré par ailleurs qu'ils étaient capables de dépasser certains clivages. Je parle du Liban, je ne parle pas forcément de la Cisjordanie et de Gaza, mais au Liban, il n'y a pas actuellement, dans le cadre de cette crise, il n'y a pas de différence entre le Fatah et le Hamas. Ils travaillent relativement bien ensemble dans les camps de réfugiés parce qu'ils savent que par ailleurs cette crise ou la menace sanitaire menace tout le monde. Elle ne choisit pas son camp de savoir si on est proche du Fatah ou proche du Hamas, donc il y a une menace relativement commune. Ils ont réagi très vite. Ils disent officiellement et ils savent que s'il y a une crise sanitaire qui explose dans les camps, ça sera très difficile pour eux de la gérer parce qu'ils n'ont pas, même s'ils ont des structures sanitaires, etc., ils n'auront pas les moyens naturellement d'affronter. Enfin, il faut s'imaginer quand même que les camps, les camps de réfugiés sont des endroits où on est déjà pas confinés, mais en tout cas où les gens sont littéralement les uns sur les autres, il peut y avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes sur 1 km². Ce sont des camps de réfugiés dans lesquels les conditions de vie sont extrêmement dures. Donc pour le moment, il y a je dirais, les autorités palestiniennes et les autorités libanaises aussi ont peur naturellement qu'il y ait une crise sanitaire dans les camps. Ils ont pris, je pense, les mesures adéquates à la mesure de leurs moyens, qui sont, je le répète, très très limités.
Et ils ont une autre peur qui rejoint la peur dont j'ai parlé avant pour les Libanais, qui est de dire euh, la situation économique des camps de réfugiés était naturellement que ce sont des camps pauvres d'abord, ça a toujours été, mais depuis quelques années en plus, il y a la crise de l'UNRWA. On sait que les Américains ont coupé leur aide, que l'UNRWA traverse une crise financière terrible. Et donc déjà, la situation économique était extrêmement dure pour les Palestiniens avant la crise du corona. Il faut se souvenir qu'il y a eu un soulèvement palestinien à l'été 2019, hein, il y a quelques mois, parce qu'il y avait un projet d'appliquer une loi sur le droit des travailleurs étrangers. Les Palestiniens considèrent qu'ils ne sont pas des travailleurs étrangers au Liban, que ce sont des travailleurs réfugiés et qu'il y a une différence juridique entre réfugiés et étrangers. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait eu des vagues de manifestations complètement inédites au Liban depuis la fin de la guerre civile, dans les camps de réfugiés palestiniens. On n'avait jamais vu ça en 15-20 ans. Donc on savait que la situation était difficile, on savait que c'était un peu les camps sont une marmite sur le feu, c'est prêt à exploser. Et là, dans ce cadre-là, la situation pour les populations réfugiées palestiniennes sont extrêmement, extrêmement difficiles. Je veux dire, la majorité, quand je dis la majorité, c'est pas 50%, c'est 90% de la population est au chômage, n'a strictement aucun moyen de vivre. Et aujourd'hui, les Palestiniens et les réfugiés palestiniens dans les camps demandent aux factions, demandent à l'UNRWA, même pas des dollars, ils demandent des paniers repas. Il faut là aussi, il faut se rendre compte de la crise sociale à laquelle on est confronté. Des gens ont de la difficulté à manger. Se pose la question de l'éducation. Par exemple, les enfants ne peuvent plus aller dans les écoles de l'UNRWA. L'UNRWA a fait un travail, je pense, absolument extraordinaire pour essayer d'assurer les cours par Internet. Mais là aussi se pose la question de certaines familles. Comment est-ce qu'elles vont pas payer Internet, par exemple? Il y a toutes ces questions qui se posent, je veux dire, au niveau éducatif, au niveau. Donc, toujours derrière cette crise sanitaire, en fait, le problème, c'est que c'est le problème économique et social qui se cache derrière, et c'est encore plus vrai pour les populations réfugiées. Et c'est vrai aussi, bien sûr, pour les réfugiés syriens. Alors là, je sais que le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, fait le maximum pour effectivement pour donner des kits sanitaires, mais là aussi, c'est dans des conditions, hélas, très, très précaires. Une toute dernière question. Au fond, toute cette révolution libanaise qui avait soulevé beaucoup d'espoir, d'autant qu'elle est simultanée avec d'autres mouvements très puissants en Algérie, au Soudan, en Irak, etc. Qu'est-ce qui va en rester? Est-ce que cette crise va effacer les acquis ou bien elle va, au contraire, à terme, confirmer la nécessité d'une réforme profonde du système libanais qui ne peut pas continuer comme ça? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a les pour et les contre. Je pense qu'il y a déjà quelque chose qu'on le veuille ou non, qui a changé au Liban. Dans le sens où toutes les forces confessionnelles, ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément affaiblies, ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître. Toutes les forces confessionnelles ont de fait accepté accepté au moins en parole, ou ont été obligés de reconnaître que c'était vrai, ont accepté ce que les manifestants disaient. C'est-à-dire, il y a pas de, y compris au plus fort des manifestations, il n'y a pas eu de gens dans le gouvernement, quand Saad El-Hariri était Premier ministre, Michel Aoun président, il n'y a pas eu d'homme politique qui a dit aux manifestants non, mais vous avez tort, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun homme politique qui a dit il n'y a pas de corruption, il n'y a aucun homme politique qui a dit le système va bien, il n'y a aucun homme politique qui a dit que l'économie a été bien gérée ces dernières années. Donc, d'une certaine manière, ils ont reconnu la justesse de ce que disaient les manifestants. C'était un des caractères, par ailleurs, assez étranges de la situation. L'un des caractères. Alors, ça, je pense que c'est-à-dire après. Bien sûr, les manifestants n'ont rien gagné directement avec ça, mais aujourd'hui, sur tous les problèmes structuraux du Liban en termes économiques, politiques, la structure du régime confessionnel, etc., il y a comme une unanimité où même ceux qui participent au régime confessionnel ne pourront plus dire ou ne pourront pas du tout dire à l'avenir publiquement que c'est bien, qu'il faut continuer comme c'est. Donc, je dirais que c'est le premier acquis. Le second acquis, et paradoxalement, c'est un acquis que ne reconnaissent pas les manifestants eux-mêmes, pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre, c'est qu'ils ont gagné quelque chose. Il y a aujourd'hui un gouvernement dans lequel ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas membres de partis politiques,
qui sont au gouvernement. C'était paradoxalement l'une des demandes du mouvement des manifestants. La majorité des manifestants ne reconnaissent pas une légitimité à ce gouvernement de leur point de vue, puisque ce gouvernement a été élu avec les voix du Hezbollah, du mouvement Hamal, c'est-à-dire de ce qu'on a, et naturellement du courant patriotique libre du président Michel Aoun, c'est-à-dire avec les voix au Parlement de l'ancien bloc du 8 mars et avec donc le bloc du 14 mars qui s'est opposé à la nomination du gouvernement de Hassan Diab. Mais malgré tout, même si ce gouvernement a été élu avec les voix d'un bloc précis au Parlement, il n'en reste pas moins qu'il n'y a plus aucune figure membre d'un parti politique qui est actuellement au gouvernement. Toutes les figures qui étaient rejetées par la population sont aujourd'hui en dehors du gouvernement. C'est, qu'on le veuille ou non, un acquis, c'est-à-dire que les manifestants, malgré tout, ont gagné quelque chose. Ils ont gagné quelque chose, ils ont gagné sur une revendication. Il suffit de voir les communiqués du gouvernement qui reconnaissent tous la légitimité des demandes des manifestations. Il suffit de voir ce qui est fait aujourd'hui au niveau du ministère de la Justice sur la réforme de l'indépendance de la justice. Donc, je veux dire, il y a quand même des choses sur lesquelles les manifestants finalement ont avancé. Alors après, eux peuvent dire sur le coup, non, c'est pas vrai. Mais si on regarde un peu les choses avec du recul historique, ils ont eu des acquis. Ils ont gagné des choses, ils ont réussi à mettre des gens dehors, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui peut être bien plus long dans d'autres pays. Ça, c'est la première chose. Et je pense que je ne pense pas qu'il y aura qu'il y a une révolution libanaise. Je pense qu'il y a eu un mouvement social d'ampleur. Je pense qu'il y a eu une intifada. Je pense qu'il y a eu un soulèvement. Je ne pense pas qu'il y ait une révolution au sens propre, dans le sens où, au sens propre, une révolution, qui dit révolution dit quand même une chute du pouvoir politique ou des structures actuelles. Je ne pense pas qu'on en est encore là, mais il y a eu un mouvement qui a marqué, qui s'inscrit dans une histoire qui a commencé bien avant. Il y a eu les mouvements sociaux de 2015 contre la crise des ordures. Et je pense que tout ça, c'est une accumulation d'expériences, notamment pour des jeunes générations, qui est assez importante, qui va marquer l'avenir. Il y a et c'est ce que je répète toujours, bien avant le mouvement social de cette année, c'est quelque chose que je disais, il y a des choses dont on parle aujourd'hui au Liban qui étaient absolument tabous il y a 10 ou 15 ans, que ce soit la question écologique, la question de la corruption, la question des travailleuses migrantes, tout est mis, là, ce qu'il y a de nouveau dans un sens, c'est que tout est mis sur la table. Voilà. Et ça, je veux dire, c'est quand même un acquis historique au Liban qui est très important, d'autant plus que maintenant, tout est mis à nu, c'est-à-dire la crise du système économique libanais, voilà, tout est à nu dans le sens où on ne peut même plus se faire d'illusions sur la manière dont le système marchait. On sait que finalement, ce système qui était fondé sur la dette marchait en partie sur une illusion. On sait que maintenant, tout le monde a conscience, et n'avait paradoxalement pas conscience de ça, que ce capitalisme bancaire et financier qu'il y a au Liban, n'a jamais été un capitalisme productif. Ce n'est pas un système productif. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît, les partis confessionnels, les manifestants, le gouvernement de Hassan Diab, qu'il faut que ce pays devienne un peu productif. Quand je dis un peu productif, c'est que le Liban importe tout et n'exporte rien. C'est une catastrophe. Sur la viande, le blé, les produits, les médicaments, les couches pour bébé, tout cela est importé. Le Liban n'est pas du tout un pays productif. Et maintenant, il y a cette prise de conscience général qui est quand même très important, que ce modèle économique et ce modèle confessionnel doivent être fondamentalement changés. Et donc, je pense que ça, c'est parmi les acquis. Ensuite, de manière réaliste, je pense que, voilà, j'ai dit, il y a une accumulation d'expérience qui va jouer avec le temps. Je pense que sur un temps long, il va y avoir des transformations profondes. Sur un temps plus court, je pense qu'il y aura quand même une résilience des structures confessionnelles. Ça, j'ai expliqué ça un peu avant. Je pense qu'il va y avoir des partis confessionnels aussi qui vont pour le moment rester. Ils vont peut-être aussi certains se transformer. Il va aussi y avoir des rapports de force au sein même des confessions qui vont se transformer entre tel et tel parti. Par exemple, entre les forces libanaises et le courant patriotique libre de Michel Aoun, deux partis très opposés dans la rue chrétienne, le rapport de force va évoluer, donc il y aura aussi des changements chez eux. Mais ces structures confessionnelles, c'est-à-dire pendant ces semaines, pendant ces mois, dans le cadre de la crise économique et de la crise sanitaire, effectivement, peuvent un peu profiter de la situation parce que elles ont des militants, elles peuvent sortir dans la rue, elles peuvent aider certaines personnes au jour le jour avec des paniers repas, en désinfectant les rues, en apportant du gel pour les mains, en apportant des masques. C'est ce qu'elles font. Au point qu'au Liban, on a alors on n'est pas du tout dans une pénurie de masques jusqu'à l'heure actuelle, et on a même des masques qui sont distribués avec le sigle de tel ou tel parti politique. Voilà, donc ça montre aussi que ces forces confessionnelles, elles ont de la résilience, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a eu un grand mouvement social à un moment
nouveau que les structures confessionnelles s'écroulent comme ça. C'est quand même des structures qui ont des dizaines et des dizaines d'années. Et puis, ce sont des partis politiques pour beaucoup, avec des hommes d'expérience, on va dire, qui ont traversé pour certains des périodes extrêmement dures, les périodes de la guerre civile. Ils savent aussi faire de la politique. Et la crise, pour beaucoup d'hommes politiques de ces partis confessionnels, la crise ne leur fait pas peur. Merci beaucoup et on se donne Ah, rendez-vous à Paris, à ok, l'IREMO, pour pouvoir continuer cette discussion, sans doute à la rentrée.